Bonjour, je m'appelle Walid Moulahoum, spécialiste en ressources hydriques et systèmes d'information géographique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concevoir des cartes. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de concevoir des cartes à l'aide des systèmes d'information géographique, choisir les légendes appropriées et choisir le type de fichier, la résolution et la méthode de compression appropriée pour la conception des cartes. Comme vous le savez, les cartes sont un résultat important de l'analyse des SIG. De nos jours, les cartes ne sont pas seulement produites sous forme de cartes papier, mais aussi utilisées dans des présentations à l'écran ou sur le web, comme des cartes dynamiques ou des cartes interactives. Les logiciels SIG de bureau ont des vues différentes pour travailler. Nous avons le Canva de la carte où vous faites votre analyse SIG, et l'autre partie est sous forme de compositeur d'impression ou de vue de mise en page où vous pouvez concevoir votre carte. Vous pouvez imaginer le second comme un slide de PowerPoint par exemple. Alors, quel élément devons-nous mettre sur une carte correcte? Il est obligatoire d'utiliser un titre sur une carte si celle-ci est utilisée seule. Si vous souhaitez inclure la carte sous forme de figure dans un rapport ou un article scientifique, vous pouvez en mettre le titre en légende. De plus, le titre ne doit pas contenir le mot carte car il doit être clair pour le public qui est en train de voir ou d'utiliser cette carte. Il est également obligatoire d'avoir une légende qui constitue la clé entre les éléments que nous voyons sur la carte et la symbologie liée aux entités réelles. Il doit y avoir une barre d'échelle pour que nous connaissons l'échelle de la carte et nous puissions mesurer des distances. Et aussi une flèche du nord qui montre comment cette carte elle est orientée par rapport au pôle nord. En contrepartie, il est facultatif d'ajouter des références ou des sources, donc les sources de données que vous avez utilisées. Pour ajouter le nom de la projection cartographique, cela est obligatoire si ce n'est pas obligatoire si vous utilisez un quadrillage ou un graticule. Mais c'est toujours important de mettre la projection pour indiquer quel type de coordonnées vous utilisez, quel type d'unité vous utilisez, etc. Vous pouvez aussi ajouter un logo sur une carte. Et vous pouvez utiliser une grille ou un graticule pour indiquer les coordonnées. N'utilisez pas les grilles ou la graticule que si la carte est utilisée pour la navigation. Dans un rapport, généralement, nous n'avons pas besoin d'une grille. Voici un exemple d'une carte. Nous voyons le titre ici en haut, nous voyons une flèche du nord. Nous voyons que la flèche du nord pointe vers la gauche parce que cette carte est pivotée. Nous voyons aussi une barre d'échelle avec des unités en degrés. Il est plus courant de voir les unités en mètres. Ici, nous voyons une légende qui est la clé des éléments que nous voyons sur la carte. Et à la fin, voici la référence. La légende est utilisée pour traduire les objets réels en symboles cartographiques. Et la légende n'est qu'une clé pour les symboles que nous utilisons sur la carte. Une légende a besoin de couleurs et de symboles intuitifs. Le texte doit également être lisible et les unités doivent être présentes. Donc si l'altitude est en mètres, nous devons exprimer dans la légende que les unités sont en mètres. Lorsque le logiciel SIG produit une légende après avoir calculé une nouvelle couche raster par exemple ou des couches vecteurs, les valeurs par défaut du programme sont toujours erronées. Donc il faudrait toujours prendre en considération ou bien considérer que les couleurs générées sont fausses. Vous devez toujours vérifier les valeurs minimales et maximales à partir des données du compteur et savoir si nous traitons des données continues ou discrètes ou booléennes
et nous devons ajuster la légende en conséquence. Sur les points, les vecteurs de points, nous pouvons utiliser différents symboles. On peut changer la taille du point, on peut le faire par rapport aux unités cartographiques ou au millimètre sur le papier. Nous pouvons donner au symbole une couleur différente et aussi un contour différent. Donc il y a pas mal de paramètres que nous pouvons changer pour bien créer la symbologie que nous souhaitons. Vous pouvez aussi choisir entre différentes tailles et différentes formes. Vous pouvez également faire en sorte que la taille et la forme dépendent des attributs qui sont associés à chaque symbole. Pour les lignes, nous disposons également d'un ensemble d'outils que nous pouvons utiliser. On peut changer la largeur de la ligne, on peut changer le type de la ligne. Et pour les polygones, nous pouvons choisir le remplissage du polygone et le contour et ou bien le motif du polygone. Nous en voyons ici quelques exemples. Nous voyons un pipeline pour l'eau en bleu. On voit un polygone pour les bâtiments en rouge et un parc ou une forêt en vert. Donc, les couleurs doivent toujours être intuitives. Donc, un parc ou une forêt ne doit pas être coloré avec la couleur gris ou en rouge. Pour les rasters continus, on peut choisir des palettes en dégradé de couleurs. Il est important que ces rampes ou bien palettes de couleurs aient des couleurs qui soient intuitives. Par exemple, bleu pour représenter le froid et rouge pour le chaud, vert pour la végétation ou bleu pour l'eau. Si vous faites l'inverse, cela me rappelle toujours ces hôtels où ils ont échangé les robinets rouges et le robinet bleu de la douche. Et quand vous voulez vous réveiller le matin et prendre une douche, vous prenez une douche froide en tournant le robinet rouge. Cela entraîne donc beaucoup de confusion. Ici, nous voyons un modèle numérique d'élévation avec une légende qui est appropriée à l'endroit. Les verts représentent les vallées et du rouge blanc au blanc les sommets. Euh, et en bleu, on voit le lac. Pour les rasters discrets, nous utilisons des couleurs aléatoires. Cela signifie que chaque classe a sa propre couleur, mais que la couleur doit être intuitive aussi. Donc ici, aussi bleu pour l'eau, vert pour la végétation, etc. Pour la flèche du nord, nous pouvons choisir différents symboles, selon le style qui nous plaît bien sûr. Et nous pouvons souvent choisir de lier l'orientation de la carte à l'orientation de la flèche du nord. De cette manière, elle reflète réellement la position du nord sur la carte. Nous pouvons exprimer l'échelle d'une carte de différentes manières. Nous pouvons utiliser un texte, donc 1 cm sur la carte représente 250 mètres en réalité, ou un ratio, donc 1 25 millième, donc 1 cm sur la carte représente 25 000 mètres en réalité. On peut aussi utiliser une barre d'échelle graphique. On peut aussi utiliser une grille. Je vous recommande de toujours utiliser une barre d'échelle parce que quand on fait une carte, on ne sait jamais si elle doit être modifiée en taille. Ainsi, si nous projetons une carte sur un écran, elle aura un aspect différent sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran d'un projeteur, ou si nous l'imprimons sur une affiche sur A0 ou A4 par exemple. Si nous utilisons une barre d'échelle, c'est-à-dire la barre s'adapte simplement au changement de taille de la carte, il vaut donc mieux de ne pas utiliser les autres moyens.
Nous pouvons également ajouter à notre carte un encart ou une carte d'ensemble. Ainsi, nous pouvons montrer la zone globale et un encart pour montrer la zone zoomée. On peut aussi donner une vue d'ensemble, donc montrer le pays et ensuite faire un zoom avant. La carte est un zoom sur une certaine zone du pays. Ici à droite, nous voyons également un bel exemple de la légende utilisée. Nous devons maintenant choisir les polices de caractères que nous mettons sur notre carte. Si nous présentons les cartes sur papier, alors la police serif est souvent plus lisible et pour l'écran, le sans serif est plus lisible. Pour le texte normal, nous utilisons des polices proportionnelles. Et pour le code ou la commande informatique, nous utilisons l'espacement simple ou bien monospace. Nous pouvons également choisir différents types comme mince, moyen, léger ou gras. Ensuite, cela dépend un peu de l'audience, de sorte que nous pouvons utiliser le Times pour la communication formelle, alors que nous utilisons un autre caractère comme le Chunk 5 pour un impact plus dramatique. Tout dépend bien sûr de votre public qui va lire votre carte. Alors, où mettre les informations à l'écran et sur le papier? En général, nous utilisons l'exemple de droite, où nous avons le titre en haut, la carte principale à gauche et à droite, la légende. Bien sûr, si vous allez préparer cette carte dans une langue c'est-à-dire qui s'écrit de droite à gauche, comme l'arabe, à ce moment-là, cette mise en page va être inversée. Bien sûr, cela dépend de l'endroit où les informations les plus importantes doivent être mises. Et dans les pays où l'on lit de gauche à droite et de haut en bas, les informations les plus importantes doivent se trouver en haut à gauche et les moins importantes en bas à droite. Encore une fois, si vous allez le faire avec une langue qui s'écrit de droite à gauche, cette disposition va être inversée. Nous pouvons également utiliser des lignes nettes ou bien des lignes de cadre pour séparer les parties du papier ou de l'écran pour la carte des autres parties. Cela la rend plus soignée, donc plus élégante, mais le problème est que si vous l'utilisez trop, ces lignes pourraient dominer visuellement et réduire l'importance d'autres éléments plus importants. Donc, on conseille ou bien en règle générale, essayez de garder un équilibre lorsque vous concevez une carte. Votre carte doit avoir l'air vraiment équilibré et l'attention ne doit pas être détournée du contenu qui est plus important. Après avoir produit votre carte dans la vue de conception de votre logiciel SIG, il est important de réfléchir à la manière de sauvegarder le fichier. Ainsi, si nous voulons sauvegarder une carte SIG, nous pouvons la sauvegarder soit pour l'écran, donc pour une présentation par un projecteur ou sur un site web ou dans une présentation. On pourrait aussi choisir de la mettre sur un papier, donc par exemple une carte imprimée ou une carte pour un rapport. Donc, si c'est pour l'écran, on ne peut pas voir plus de 100 dpi. Si c'est pour le papier, nous pouvons obtenir une très haute résolution, généralement supérieure à 600 dpi. Donc le dpi, ou il s'appelle aussi ppp ou bien point par pouce. Donc density per inch. Ensuite, nous devons savoir s'il s'agit de données vecteurs ou raster. Pour les données vecteurs, nous pouvons les enregistrer sous forme de fichier GIF. Le fichier GIF est un très bon format pour la compression des lignes. Il stocke l'endroit où se trouve la ligne et la couleur de la ligne. Nous pourrions également utiliser un format plus récent, le PNG ou bien Portable Network Graphics, qui encode très bien aussi le format vecteur mais aussi le format raster comme vous pouvez le voir.
Un format GPG ou bien JPEG est généralement utilisé pour compresser les rasters et il utilise une sorte de compression de blocs. Les zones homogènes sont stockées dans des blocs plus grands, donc si nous avons un mur blanc, nous pouvons utiliser un grand bloc. Alors que si nous avons beaucoup de contraste, la variabilité est stockée dans des blocs plus petits. Cela ne fonctionne bien sûr pas bien avec les données vecteurs, où nous avons des limites très nettes en permanence. Les données raster peuvent également être stockées en PNG. Pour le papier, nous avons la résolution beaucoup plus élevée. Les données vecteurs peuvent être stockées dans le format EPS. C'est généralement un format que nous utilisons lorsque nous publions dans des revues scientifiques, pour publier sur un papier de haute qualité aussi. Nous pouvons utiliser le SVG. Il s'agit d'un format vecteur que nous pouvons éditer dans des programmes d'édition vecteur, des données vecteurs, comme le Inkscape, qui est un très bon logiciel open source pour traiter vos cartes si elles sont en format SVG. Et nous pouvons également enregistrer le tout en format PDF. Pour le raster, nous pouvons le stocker dans un TIFF. Nous pouvons toujours utiliser le PDF même s'il s'agit d'une combinaison entre le format raster et le format vectoriel. Donc le PDF est toujours un format agréable tant que vous avez choisi une haute résolution pour le papier. À la fin de cette présentation, je voudrais vous montrer quelques exemples de bons et de mauvais exemples de cartes. Ces cartes ont été produites par les étudiants qui ont participé au cours QGIS for Hydrological Applications, délivré par le Dr Hans van der Kwast à l'Institut IHE Delft. Cette carte n'a en fait pas grand-chose de bien fait. Si on regarde à première vue, on a l'impression de voir un grand lac ici au centre de la carte. Si nous regardons la légende, il y a quelque chose comme MNE ou bien DEM. Elle n'est pas exprimée en langage humain. Donc DEM masked ne veut rien dire. Vous, en tant que technicien, donc quelqu'un qui a fait le travail, vous pouvez comprendre ce nom de couche, mais une autre personne qui va lire ça n'a pas cette information. Donc il faut exprimer le tout en langage humain. Il y a une autre légende qui a des valeurs, donc le titre est valeur, donc il est indiqué par valeur et des étiquettes comme haut et bas. Il s'agit donc probablement d'une élévation, mais elle a une légende inverse. En fait, ce n'est pas un grand lac que nous regardons, mais c'est le sommet d'une montagne. Et donc, comme vous voyez, c'est-à-dire cette personne a attribué la couleur bleue pour les valeurs d'élévation hautes. Nous avons également manqué de mettre les unités de la hauteur. Ceci est une légende ArcGIS par défaut typique où nous obtenons toujours l'étiquette haut et bas et valeur. Donc il faudrait éliminer ça. Tout d'abord, il faut remplacer la valeur par élévation avec les unités en mètres et rendre le tout compréhensible à la personne qui lit votre carte. Et les étiquettes haut et bas, donc la personne qui regardera votre carte pourra certainement constater que 4084 est plus haut que 1421 et donc il ne faut pas leur indiquer ça comme haut et bas. Donc vous pouvez enlever l'étiquette haut et bas. La flèche du nord se trouve à gauche en haut, c'est juste que son style est un peu moche en ayant un contraste gris superposé et couvrant un élément de la carte. Et puis, regardons la barre d'échelle, il est préférable d'utiliser des multiples de 5, 10, 500, 100, 1000, etc. Et non des multiples de valeurs étranges comme 22,75 ou bien la valeur pi par exemple. Parce que c'est très difficile à utiliser pratiquement pour interpréter des mesures. Et puis, cette carte est entourée d'une grille. La grille a des coordonnées de latitude et de longitude, mais cette carte a probablement été projetée. Donc,
Si elle est projetée et pour la rendre utile, mieux vaut utiliser une grille avec projection. Vous pouvez utiliser la longitude et la latitude, surtout pour les grandes zones, pour les grandes régions. Le plus drôle est que cette grille s'étend au-delà de la zone de la carte. On peut donc aussi mesurer les coordonnées de la légende ou de la barre d'échelle, ce qui n'est pas vraiment très utile. Cette carte est beaucoup plus belle que l'autre. Donc, nous voyons l'eau, les ruisseaux en bleu, nous voyons des bassins et des sous-bassins aux couleurs subtiles, transparentes, et nous voyons la carte d'élévation avec la hauteur en mètres au-dessus du niveau de la mer, clairement indiquée dans la légende. Des couleurs intuitives aussi, donc elle comporte aussi une flèche vers le nord et une barre d'échelle. La flèche du nord et la barre d'échelle de la légende sont également placées à un endroit où l'information n'est pas la zone d'étude. Ce n'est donc pas un problème qu'il couvre un tout petit peu de cette zone. Par contre, il manque un titre dans cette carte. Celle-ci n'utilise pas des couleurs intuitives, donc cela ressemble à une catastrophe nucléaire où nous avons une centrale nucléaire dans un grand point indiqué par un grand point vert qui n'a pas été mis à au bon ordre de la couche parce qu'il est tout en dessous des autres couches de la carte. Puis nous voyons de l'eau verte qui coule vers le sud. Bien sûr, le ruisseau doit être bleu pour que ça soit intuitivement compris. Et puis, il y a d'étranges polygones que l'auteur de cette carte dit d'être des bassins versants, mais alors en mètres, je ne comprends pas qu'est-ce que cela pourrait dire. C'est un peu étrange. On s'attendrait à ce qu'il y ait des classes discrètes où chaque bassin versant a un numéro ou un nom et certainement pas une élévation qui augmente. De nombreuses décimales sont également utilisées, même si c'est de latitude, donc c'est pas très important d'avoir beaucoup de décimales. De plus, la barre d'échelle n'est pas correcte. Il a utilisé des multiples de 13, qui n'est pas très intuitif. Le titre de la carte, on voit qu'il y a le mot carte, donc map, qui est aussi mis dans le titre. C'est-à-dire ça, c'est pas très important parce qu'il s'agit déjà d'une carte, donc il ne faut pas mentionner ça. Et voici une autre, elle a un bon titre, La Flèche du Nord, l'eau est bleue, l'exutoire il est clairement indiqué, a une barre d'échelle claire et il y a l'élévation des sous-bassins indiquée. Il y a une faute de frappe dans le mot élévation et donc il faut toujours faire attention à ça. Il est indiqué, cette élévation elle est indiquée en mètres. Il se peut donc que la personne ait calculé l'élévation, mais il est plus probable que cette personne a également confondu le numéro du sous-bassin avec l'altitude. De plus, nous ne voyons pas vraiment de différence entre les sous-bassins. Il y a des écarts et je me demande donc ce qui se passe là-bas. Donc juste pour récapituler, lorsque vous travaillez dans la partie conception des cartes, faites très attention à toutes les suggestions que vous avez vues dans cette présentation, car il est très important, après avoir terminé et fait un grand travail d'analyse de données, de traitement, il est très important de bien communiquer votre information à la personne vers laquelle est destiné votre travail. Généralement, cette personne n'a pas les mêmes compétences techniques que vous. Cette personne est probablement un gestionnaire, un manager, et donc elle doit probablement aussi, elle n'a pas beaucoup de temps, et donc elle doit pouvoir lire votre carte de manière intuitive, de manière très claire, et donc tâcher à suivre ces instructions pour que vous ayez le meilleur produit d'une carte à la fin. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention.